Bonjour tout le monde. Le 5 février prochain, à 8 heures, je passe un procès devant la Chambre des appels correctionnels à Mamoudzou, poursuivi par Matisse pour diffamation. J'ai déjà été condamné très lourdement en première instance et mon avocat a proposé qu'on fasse appel et on a décidé de faire appel. Finalement, ce procès qui va se tenir le 5 février prochain tombe à pic juste après le procès qui a duré plus d'une semaine, ce fameux procès du syndicat des eaux où Bavi et 17 autres personnes étaient jugées. En réalité, ça boucle toute une façon de voir le rapport entre la justice et les Mahorais ici à Mayotte, une justice dans laquelle souvent les Mahorais sont pointés du doigt, alors que les grosses entreprises qui souvent commettent des infractions, en général sont lavées. Et c'est exactement le cas qui nous intéresse ici. De quoi s'agit-il en fait? Il s'agit d'une convention de gestion provisoire, c'est-à-dire d'un contrat de marché qui est en réalité, si on regarde bien dans les faits, un faux en écriture et dans son usage produit un usage de faux et dans la façon de faire revêt toutes les caractéristiques d'une escroquerie. Et c'est justement parce que j'ai commenté une décision de justice par rapport à ce contrat que la société Matisse m'a poursuivi en diffamation. Après avoir tenté une première fois de me poursuivre en diffamation, parce qu'un jour sur Mayotte la première, j'avais dit que souvent quand il y a des magouilles à Mayotte, la préfecture est mouillée dedans. Cette fois-ci, j'ai essayé d'expliquer qu'en réalité, là aussi, d'une certaine façon, la préfecture a une responsabilité et c'est moi qui me retrouve condamné et qui me retrouve encore au banc des accusés. Alors, c'est très important que les Mahorais comprennent vraiment de quoi il s'agit. Il s'agit du marché de transport scolaire du département. En réalité, en 2013, un premier marché a commencé avec deux lots qui étaient tous deux octroyés à Matisse, et les transporteurs mahorais n'avaient pas un seul lot et se retrouvaient carrément à la ramasse, sans travail, sans rien. Un groupe de transporteurs mahorais a attaqué ce marché en justice. Naturellement, ils ont perdu à Mayotte. Et puis l'affaire est remontée jusqu'au Conseil d'État. Et finalement, ce marché a été cassé. Ce marché qui avait un lot grand air et un lot petit air. Le lot petit air n'a pas été cassé, mais le lot grand air a été cassé et réalloti en 4 lots. Dans ces 4 lots, il y a eu un lot 1 qui a été finalement attribué à Matisse, qui contenait un lot de gestion et qui était vraiment un très gros lot, le plus gros lot des 4, ou même des 5. Et puis, il y a eu un deuxième lot qui a été attribué, et là, tenez-vous bien, un groupement momentané d'entreprises solidaires qui a été créé entre Matisse et 6 transporteurs mahorais, et spécifiquement pour aller répondre à ce marché. C'est un petit marché qui comportait quand même 42 véhicules, mais 42 petits véhicules pour transporter des personnes dites personnes à mobilité réduite, qui est relativement petit parce que c'est un marché d'à peine 2 500 000 euros par an, alors que le gros marché de l'an 1 est un marché qui a commencé à 15 millions d'euros et qui s'est fini à 18 millions d'euros avec les réactualisations de prix. Donc, le lot 2, qu'on appelle le lot 2 PMR, parce qu'il y a un lot 2 petit air, celui qui n'a pas été cassé, le lot 2 PMR, donc le lot 2 qui transporte les personnes à mobilité réduite, en général les personnes handicapées. Et puis il y a eu un lot 3 et 4 qui ont été attribués au groupement d'intérêt économique Tamaeleo Nameso. Là, je ne parlerai plus du groupement d'intérêt économique Tamaeleo Nameso ni du lot
3 et 4, des lots 3 et 4, pour une raison simple, c'est que ces deux lots et ce groupement ne sont pas du tout en cause dans cette affaire-là. Donc, qui est en cause? Qui est en cause? C'est d'abord le département et Matisse, et puis je vais montrer un peu plus loin que l'État, la préfecture aussi est en cause dans ce dossier. Donc, ce marché a été attribué avec 4 lots en grande terre, un lot à petite terre. Donc, le lot de petite terre a commencé en 2013 et les 4 lots de grande terre ont commencé en 2015. Les lots de grande terre, les 4 lots en question, c'était des contrats d'1 an renouvelables 2 fois. Ils auraient pu ne pas être renouvelés, mais ils ont été renouvelés 2 fois et devaient prendre fin en 2018, au 31 juillet 2018, très précisément, tout ce marché-là devait prendre fin. Quand on a approché le 31 juillet 2018, le département a dit « Ah non, moi je ne suis pas prêt, je n'ai pas pu monter le marché ». Il faut quand même savoir qu'en 2015, tout le monde savait que ce contrat allait se terminer au 31 juillet 2018, donc en général on s'y prend 1 an et demi, 2 ans à l'avance. Je pense même que c'est ce qui a été fait. Et on s'arrange pour arriver à monter un marché, à l'attribuer, à laisser du temps aux titulaires de ce marché de se procurer un véhicule. Et là, non, le département était en retard. Alors nous, on est tous à Mayotte, on a compris ce qui se passe, et puis on a dit, ok, c'est pas grave, s'il y a un avenant, on peut encore être résilient, comme les gens disent, 1 an de plus. Pourquoi je dis on peut encore être résilient 1 an de plus? Parce que dès le départ, les transporteurs mahorais qui sont allés travailler avec Matisse, qui étaient des co-titulaires sur le fameux lot 2, ce petit lot, en fait, travaillaient à perte. Eux, ils ne s'en rendaient pas compte parce que les documents qu'ils avaient signés, ils avaient signé des documents qui donnaient leurs conditions de rémunération, mais ils n'avaient plus ces documents en main, ils les ont signés, et puis voilà, Matisse les a gardés. Ils ne savaient même pas pourquoi ils travaillaient à perte. C'est uniquement quand ils sont venus me chercher, vers fin 2017, que j'ai mené moi-même une enquête pour savoir pourquoi ils travaillaient à perte et que j'ai commencé des négociations avec la société Matisse pour que ce mode de relation s'arrête. Ça n'a pas marché. Donc, de 2015 à 2018, et même de 2013 à 2018, pour ce qui concerne Transport Salim en petite terre, ces sociétés mahoraises, ces entreprises mahoraises travaillaient à perte. Et donc, quand vous travaillez à perte, vous êtes engagé dans un contrat, vous réalisez les prestations qui sont demandées, mais vous savez que pour vous, il faut que ça se termine pour que vous puissiez engager d'autres contrats. Donc, tout le monde avait hâte que le marché se termine au 31 juillet 2018 et que le marché soit relancé. Donc là, les transporteurs mahorais ont dit, bon, ok, s'ils ne sont pas prêts, 1 an de plus, de toute façon, on va essayer, tant bien que mal, d'améliorer notre propre offre quand nous allons répondre au nouveau marché qui va être lancé. Donc tout le monde s'est tu, tout le monde a laissé faire. Les transporteurs mahorais ont continué à travailler avec la société Matisse en co-traitance et avec la société qui s'appelle SSTM en sous-traitance. C'est très important ce que j'ai dit. Ils n'étaient pas des sous-traitants de Matisse, mais ils étaient des sous-traitants d'une filiale de Matisse qui s'appelle la SSTM, Société de sous-traitance de Matisse. Important de noter ce que je suis en train d'expliquer. Donc, il continue à travailler selon ces modalités, à perte. Sur le lot 2, qui s'appelle lot 2 PMR, j'ai dit qu'il y avait 42 véhicules. Il faut savoir que sur les 42 véhicules, il y avait 6 transporteurs mahorais, ils avaient 6 véhicules, et 42 moins 6, il en restait donc 36 qui étaient à Matisse. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, je suis en train de vous expliquer que des gens
se sont mis ensemble dans un groupement momentané d'entreprises solidaires pour répondre à un marché qui comporte 42 véhicules, ou je vais dire 42 services. Donc ils sont 7. Il y en a un qui est Matisse, qui se donne 36 véhicules et qui donne seulement 6 véhicules aux 6 autres. Voilà. Donc vous avez 6 véhicules pour 6 personnes, vous avez 36 véhicules pour une société. D'emblée, vous comprenez bien que déjà, il y a quelque chose d'inégal, d'inéquitable. Mais en plus, la société Matisse s'est arrangée pour faire signer aux autres, aux co-titulaires de ce marché-là, un règlement intérieur qui faisait qu'ils n'étaient pas payés au même tarif, mais que la société Matisse présentait les factures au département, puis avait comme si c'était un contrat qu'on faisait à des sous-traitants et payé avec des prix qui n'étaient pas du tout les prix auxquels Matisse était payé, et des prix plus bas aux autres co-titulaires mahorais. Et là, il suffit d'aller lire le CCAP du marché, le cahier des clauses administratives particulières, pour se rendre compte qu'en fait, mathématiquement, il faisait déjà travailler à perte ses co-titulaires mahorais. Mais en revanche, Matisse leur a dit, c'est pas grave si vous n'avez que 6 véhicules ici. Je vais vous faire des contrats de prestation des services sur des lignes qui, elles, ont plusieurs kilomètres, et là, vous allez faire un chiffre d'affaires beaucoup plus gros que ce que vous avez là. Donc, en réalité, vous n'avez rien perdu, on va compenser tout ça ailleurs. Mais il se trouve que, effectivement, il y avait un chiffre d'affaires beaucoup plus conséquent sur les autres lignes où ces co-titulaires travaillaient en co-traitance, donc sur le fameux lot 1, mais là aussi, Matisse a trouvé un moyen de faire en sorte que les départements ne sachent pas à quel prix ces fameux sous-traitants seraient payés. Et comment Matisse a fait ça? Matisse a créé donc une société de sous-traitance, filiale à 100% de Matisse, et a déclaré au département en disant, voici ma société de sous-traitance, je sous-traite des services à la fois sur le lot 2, sur ce fameux lot 2 PMR, sur le lot 1, mais aussi sur le lot de petites terres dont je suis titulaire, et je sous-traite ces services-là à ma propre société, à ma filiale, à 100%. Mais il se trouve que cette société SSTM n'avait ni véhicule, ni chauffeur, rien. Mais le département, curieusement, a accepté que Matisse présente sa filiale comme son sous-traitant, sans même se poser la question avec quels moyens ce sous-traitant allait travailler. Or, ce sous-traitant, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait donc des contrats de prestation de services de droit purement privé, entre société privée et société privée, et le département ne pouvait pas avoir un regard. C'est comme si la société, la SSTM, était une société écran et faisait écran pour que le département ne voit pas ce qui se passait au-delà de l'écran, c'est-à-dire les prix auxquels les transporteurs auraient travaillé, et encore pire qu'avec la sous-traitance, ces prix les faisaient travailler complètement à perte. Alors tout le monde nous dit, mais s'ils travaillaient complètement à perte, ils auraient disparu quelques mois après avoir commencé le marché. Non, pourquoi ils n'ont pas disparu si vite? En fait, ils ne faisaient pas de gros bénéfices, mais le fait qu'ils aient eu un marché et des contrats de sous-traitance leur a permis de s'équiper en bus, et les pauvres, le week-end, il fallait chercher des sportifs à amener, des gens qui allaient à des débats les amener, les gens qui allaient à des débats les amener, les sorties scolaires, etc., etc. Ils faisaient ce qu'on appelle des prestations occasionnelles pour arriver justement à compenser les pertes qu'ils subissaient en travaillant pour Matisse. Et bien entendu, ce genre de choses est complètement inéquitable, et il n'y a pas grand monde qui peut supporter ça. Imaginez que ces prestations occasionnelles n'existaient plus, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de demande de gens qui voulaient se déplacer pour aller à des mariages, etc., etc. Ces gens-là n'auraient même pas pu payer leur bus, et à un moment donné,
les sociétés qui leur ont vendu les bus auraient repris les bus et ils seraient tous tombés en faillite. Donc, c'est la raison principale pour laquelle ces entreprises mahorais se sont dit, nous ne pouvons plus continuer de travailler avec Matisse, nous allons nous regrouper dans notre propre structure qui sera un GIE, un groupement d'intérêt économique, qui cette fois-ci a une personnalité juridique, parce que le groupement momentané d'entreprises solidaires n'a pas de personnalité juridique. Ce type de groupement est créé juste pour répondre au marché pour lequel il a été créé. Et une fois que ce marché s'arrête, automatiquement, le groupement disparaît. C'est pour ça qu'il a le qualificatif de momentané. Donc, ces transporteurs mahorais ont créé un groupement d'intérêt économique qui s'appelle le GIE Ouvomoja. Ils ont repris le même nom qu'avec le groupement momentané d'entreprises solidaires qui s'appelait aussi Ouvomoja. Parfois, au tribunal, ils avaient tendance à faire une confusion. Et donc, on décidait que ce GIE-là allait répondre au marché quand il serait relancé. Or, après l'avenant numéro 1, donc l'avenant numéro 1, pour un marché qui était de 1 an renouvelable 2 fois, qui allait faire 3 ans maximum, eh bien, après cet avenant numéro 1, qui a donc ramené ce marché à 4 ans, et donc qui a ramené ce marché finalement à 6 ans pour le fameux lot de Petite Terre qui, lui, n'a pas été relancé en 2015, eh bien, après ça, ils ont dit, non, mais finalement, nous ne sommes pas prêts, parce qu'il y a des gens qui ont attaqué, parce qu'il y a je ne sais pas quoi, parce que je ne sais pas quoi, nous voulons encore un deuxième avenant. Alors là, on a dit non, c'est pas possible. Vous saviez que ce marché allait se terminer le 31 juillet 2018. Tout le temps que vous avez eu, vous n'avez pas pu monter des marchés, vous vous moquez de nous. Dans ce marché-là, Matisse gagne sa vie très bien et les autres sont en train de péricliter. Et vous nous dites encore que vous allez faire un deuxième avenant. Alors, cette série d'avenants numéro 2 a été attaquée au tribunal administratif. Et devinez quoi? Eh bien, ils ont été déboutés. Et pourquoi ils ont été déboutés? Non, mais là, vous vous rendez compte, vous attaquez un marché alors que vous-même, vous travaillez dedans en tant que co-traitant et en tant que sous-traitant. Et même si vous nous dites que vous travaillez à perte, de toute façon, on ne vous croit pas. Alors, il faut savoir que les calculs qui démontraient qu'ils travaillaient à perte, c'est moi qui les ai réalisés. Surtout que moi, je suis un statisticien économiste, je suis docteur en économie du développement, dans la partie quantitative, c'est-à-dire la partie où on modélise, on fait des modèles, on fait beaucoup de calculs. J'ai travaillé dans la finance, là où on utilise le plus possible de mathématiques, de simulations, des modèles, etc. Eh bien, tout ce que j'avais fait comme calcul, basé sur des factures, tout ça, ben, c'était à jeter. Matisse a dit qu'il s'était à jeter. Curieusement, même l'avocat du département a dit que finalement, ce qui a été fait, c'est des brouillons, c'est de la merde, et il faut les jeter. Et donc, le tribunal a repris ça en disant, voilà, les autres disent que c'est de la merde, moi, je n'en tiens pas compte, et donc, vous ne pouvez pas du tout justifier l'idée que vous voulez que ces avenants numéro 2 tombent. Ok, ben, on a arrêté là l'histoire, mais curieusement, on a commencé à sentir qu'on se dirigeait vers des avenants numéro 3. Numéro 3. Alors que Matisse disait à tout le monde, non, mais il n'y aura pas d'avenant numéro 3, là, nous sommes à peu près, donc après, on a commencé donc le marché au 1er août 2019, et on sent déjà que la préparation n'est pas là. Alors, moi, personnellement, j'ai fait un signalement au procureur de la République, avec copie au parquet national financier, en montrant que tout ce qui a été fait là, c'est juste une comédie, mais que tout était fait pour prolonger ad vitam aeternam ce marché-là, qui, lui, était très fructueux pour ceux qui l'avaient, et ce marché-là continuait à faire beaucoup de mal à ceux qui travaillaient en perte. J'ai fait vraiment, je crois, pratiquement une vingtaine de pages de signalement
où j'ai tout raconté et finalement pratiquement tout ce que j'ai raconté donc, au procureur avec copie au PNF s'est réalisé. Finalement, quand on y est arrivé, après donc, le deuxième avenant, le département a envoyé un courrier en disant finalement, les gars, moi je vais vous proposer un troisième avenant. Comment c'est un troisième avenant? Mais vous avez eu maintenant, nous sommes dans la 6e année, vous n'avez toujours pas pu monter un marché correctement, mais il y a vraiment un problème. Alors ils ont commencé à dire oui, mais il y a eu la Covid entre-temps, il y a eu je ne sais pas quoi, il y a eu je ne sais pas quoi, c'est pour ça. Alors ils ont trouvé des tas de justifications bidons et se dirigeaient vers un troisième avenant. Seulement, là, le préfet Jean-François Colombet, qui avait eu vent de ces histoires-là, raconte après que lui, il était contre ce troisième avenant et qu'il était pour l'idée qu'on aille vers des conventions de gestion provisoire. Je vous propose d'écouter le préfet Jean-François Colombet. Zach Welly, l'entretien de la matinale. Monsieur le préfet, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors donc je commence par cette question sur les transports puisque des conventions provisoires de transport scolaire ont été adoptées en commission permanente samedi. Certains parlent d'un troisième avenant et cela a du mal à passer, en tout cas pour certains transporteurs. Ce dossier va passer en contrôle de légalité chez vous ce matin. Est-ce que vous allez valider, est-ce que vous allez signer ces conventions? Alors d'abord je voudrais rappeler à nos auditeurs que évidemment, cette compétence des transports scolaires, c'est une compétence qui est décentralisée. C'est-à-dire que l'État n'a absolument aucun pouvoir sur le sujet. Comme vous l'avez justement fait remarquer, la compétence qui est la nôtre, c'est la compétence de contrôler la légalité de tous les arrêtés, de toutes les délibérations des collectivités territoriales. Donc c'est un contrôle a posteriori. Je connais cependant le sujet, pour m'y être un peu intéressé. De quoi s'agit-il? Vous avez donc une autorité qui organise le transport, qui est le conseil départemental, qui doit transporter les élèves pour qu'ils puissent se rendre dans leur collège, dans leur lycée, dans leurs écoles. Et vous avez des entreprises, notamment un groupement d'entreprises, avec quelqu'un qui domine. On connaît tous l'entreprise en question. Et puis d'autres entreprises plus modestes qui sont là, également engagées sur la prestation. Ce marché est arrivé à terme en 2018. C'est-à-dire qu'il ne produit plus d'effets juridiques. En 2018, un avenant qui, de mon point de vue, était discutable, a été passé entre le conseil départemental et les entreprises en question qui étaient précédemment dans le marché. Le temps de passer le nouveau marché, le nouvel appel d'offres. En juillet 2019, deuxième avenant. Le préfet a accepté à l'époque, effectivement, qu'il y ait un deuxième avenant, parce qu'il y avait un retard, il y avait eu du contentieux, la procédure avait été longue à conduire. Moi, j'ai dit qu'il n'y aurait pas de troisième avenant à ce marché en août 2020. J'ai prévenu avant. Il n'y aura pas de troisième avenant. D'abord parce que je crois savoir que certaines petites entreprises qui sont dans ce groupement, le fameux groupement Matisse, ne souhaitaient pas effectivement travailler sur un troisième avenant. Ensuite, parce que je considérais que l'avenant ne permettait pas de redonner une bouffée d'oxygène à ces petites entreprises qui travaillent sur des prix qui ont 3 ans. Voilà. Donc, j'ai proposé, mais après, c'est pas moi qui dispose, c'est le conseil départemental. J'ai proposé que on abandonne l'idée de l'avenant, de toute façon, sur lequel j'aurais exercé un recours gracieux, pour aller plutôt vers une convention provisoire de gestion. Est-ce que ce n'est pas c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose parce que dans la convention provisoire de gestion, vous pouvez négocier, c'est me semble-t-il ce qui a été fait, de nouveaux prix qui vont venir soutenir les entreprises et notamment les petites qui sont engagées dans cette affaire. Vous venez donc d'entendre le préfet Jean-François Colombet. Il est passé sur Zach Welly le lundi 31 août 2020. Les conventions de gestion provisoire ont été validées par le département le samedi 29 août 2020.
nous étions présents au conseil départemental avec le collectif des citoyens de Mayotte 2018, qui est venu ce jour-là nous prêter main forte et expliquer aux élus que ce qu'ils étaient en train de faire était très dangereux, qu'ils étaient en train de massacrer les transporteurs mahorais et qu'ils allaient au-devant de problèmes. Pourquoi? Parce que tout le monde avait raconté, les gens du cabinet, certaines personnes comme une jeune femme qui travaillait là-bas qui s'appelle Angela Jafarji, qui à l'époque était chargée de sécurisation des marchés, quelque chose comme ça, qui est devenue aujourd'hui carrément la directrice des achats et de la commande publique au département. Et tout ce beau monde expliquait que probablement selon leur avocat, je ne sais pas qui, qu'il ne fallait surtout pas attribuer des contrats de marché aux Mahorais, parce que s'ils attribuaient des contrats de marché aux Mahorais, cela pourrait mener le président Sobadine Ibrahim en prison. Carrément. C'était ça. C'était ça qu'on expliquait aux personnes qui étaient venues nous prêter main forte ce jour-là. Et ce jour-là, normalement, c'est Fatima Souf qui devait présider la séance. Fatima Souf a compris finalement que ce qui était en train d'être fait était très très grave, très dangereux pour les Mahorais. Fatima Souf s'est retirée et a refusé de présider la séance ce jour-là. Et c'est Ali Combo Debré qui a envoyé un véhicule qui est allé chercher le président Sobadine Ibrahim dans son champ, pour l'amener et le faire passer en catimini pour que les personnes qui étaient présentes ne voient pas le président entrer dans la salle d'un hémicycle. Et ils sont allés délibérer pour faire passer ces conventions. Le lendemain, donc c'était un samedi, le lendemain, dimanche matin, Safina Soula du collectif des citoyens de Mayotte 2018 est arrivé à avoir un rendez-vous avec le préfet colombais. Nous sommes allés avec des membres du collectif à la Case Rocher et le préfet colombais est venu, ils étaient tous ce jour-là en tenue comme s'ils travaillaient en semaine. Il y avait le préfet Jean-François Colombet, il y avait je pense Madame Carval, il y avait le sous-préfet secrétaire général de la préfecture Claude Vondine, il y avait un certain nombre de personnes qui nous ont reçus. Et j'ai exposé la situation, et j'ai vraiment attiré leur attention sur ce qui était en train d'être fait. Et ce jour-là, j'ai expliqué au préfet et aux membres qui l'accompagnaient que ce qui a été fait là, qu'on appelle convention de gestion provisoire, en réalité, c'était un troisième avenant déguisé. Et ce que j'avais déjà écrit dans le signalement que j'avais envoyé en novembre 2019 au procureur de la République, au parquet national financier, je lui annonçais déjà que toutes les manœuvres qui étaient faites étaient destinées à arriver à un troisième avenant. On a tout expliqué. J'ai vu Claude Vondine qui était plutôt voulait remettre en cause ce qu'on lui racontait, à tel point que j'ai pensé à ce moment-là que c'est peut-être lui qui finalement était celui qui parlait à l'oreille de la direction générale du département. Mais en tout cas, il a été assez désagréable ce jour-là. Mais le préfet Jean-François Colombet nous a écoutés attentivement. Le 30 août, dimanche, le lundi 31 août, le préfet Jean-François Colombet est donc chez Mayotte Première, sous Zakweli, et le journaliste Andy, qui l'interrogeait, qui était déjà au courant de ça, parce que tout le monde a suivi ce qu'on a fait le samedi 29 août, quand on a essayé d'empêcher les élus d'adopter ces conventions. Donc, Andy lui pose des questions. Et dans les réponses du préfet, vous aurez remarqué plusieurs éléments. Un élément, le préfet affirme que ce marché s'est bien terminé le 31 juillet 2018. Il dit que après le 31 juillet 2018, ce marché-là n'avait plus d'effet juridique. Et que par conséquent, l'avenant numéro 1 qui était passé et l'avenant numéro 2
à ses yeux, quand il dit, en fait, il a dit, sans utiliser le mot, que finalement ces avenants étaient illégaux à ses yeux et que, par conséquent, il n'allait pas accepter qu'il y ait un troisième avenant, soit dit, en passant, un troisième avenant illégal. Et il a affirmé qu'il était d'accord pour une convention de gestion provisoire. En réalité, la convention de gestion provisoire avait déjà été proposée par les avocats de Matisse, et il se trouve que moi et les gens que je conseille, on était aussi d'accord pour une convention de gestion provisoire. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quoi qu'il en soit, il faut amener les enfants à l'école. Il faut les amener à l'école. Si des gens font des bêtises, si des bureaux d'études plaisantent, si des gens font des magouilles, si des gens font je ne sais pas quoi, mais il faut amener les enfants à l'école. Alors on est d'accord, c'est peut-être ce qui s'appelle finalement l'intérêt général, c'est de pouvoir amener les enfants à l'école. Donc, dans tout ça, on a dit, mais il y a une solution. Il y a une solution, et là, les conventions qui ont été faites, ce sont des avenants déguisés, et les avenants déguisés, en fait, sont faits pour continuer à faire travailler les transporteurs qui jadis étaient avec Matisse, en perte pour que jamais ces gens-là ne se relèvent, qu'ils continuent à être sous un plafond de verre. C'était ça. Mais qu'est-ce qu'on a proposé? On a dit, mais c'est simple. Si nous faisons des conventions de gestion provisoire, alors c'est tout simple. Il y a un article dans le Code de commande publique qui parle de prestations similaires. Quand des événements comme ça se passent, on prend toutes les prestations qui sont connues et on voit qui peut réaliser la prestation et on lui confie le marché. C'est ça, en général, ce qu'on fait, qui est prévu dans ce genre d'article. Mais du côté de Matisse voulait absolument que les Mahorais travaillent en allant faire de la sous-traitance et de la co-traitance et travaillent à perte dans ce marché-là. Et ici, je veux vous afficher ce qui avait été proposé par le département, ce que j'avais proposé moi, et vous allez voir. Vous allez voir que dans ce que j'ai proposé, il y a un premier cadre où on voit ce qui a été fait, où vous voyez que le contrat de marché du lot 1 en grande terre a été donné à Matrice, le contrat de marché du lot 2, dit lot 2 petite terre, a encore été donné à Matisse, le contrat de marché, donc la convention du lot 2 PMR en grande terre a été encore donné à Matisse, donc le GIE Ouvoimoja qui a posé sa candidature a été jeté. Transport Salim qui avait posé sa candidature pour Petite Terre a été jeté. Et puis, j'avais dit que je n'allais plus en parler, mais il y a la ligne où vous voyez que le Tamaïdo Nameso a gardé les lots. Mais vous voyez bien que ces lots-là portent exactement le numéro du marché qui, lui, pour le coup, là, est tombé. Parce que dans la mesure où on n'est plus dans des avenants, le marché qui déjà juridiquement est tombé en 2018, mais a connu 2 avenants, illégaux ou pas illégaux, mais a connu 2 avenants, mais de façon définitive, à partir du moment où il n'y a pas d'avenant, alors le marché, il tombe. Il tombe, il n'y a plus de marché. Donc on ne peut plus parler de marché ce jour-là. Et le tableau que je vous ai montré là, que je vous ai mis, a redonné les mêmes numéros de lots et les a réattribués exactement à la façon des avenants numéro 1 et des avenants numéro 2. Exactement pareil, ce qui montre bien que ce sont des avenants déguisés. Même s'il y a eu 3 conventions de gestion provisoire qui ont été signées, mais les bons de commande qui ont été signés par la suite sont exactement les mêmes bons de commande connus dans les contrats de marché. Et ce sont les mêmes bons de commande dans lesquels, finalement, les 6 transporteurs mahorais, dont Transport Salim, travaillaient. Voilà ce qui s'est passé. Mais dans le deuxième cadre, vous voyez une proposition, et c'était la proposition que moi, j'avais faite dans la négociation, parce que jamais le département n'a suivi la proposition que je leur ai faite de réunir tous les transporteurs qui étaient capables
de travailler sur ce marché-là, de discuter ensemble dans une grande salle et qu'on dise, qu'on répartisse le travail. Non, jamais le département n'a accepté de nous mettre dans une même salle et de discuter. Non, ils ont toujours refusé. Et moi, j'ai pris le temps de faire des calculs, de discuter avec l'assistance à maîtrise d'ouvrage et finalement de proposer que Matisse continue à avoir le lot 1 de Grand Air avec une bonne partie de la gestion, sauf sur la partie où Matisse connaissait les données des autres, alors qu'ils étaient déjà concurrents, ils étaient en train de répondre à un nouveau marché, donc ce n'était pas bien que Matisse connaisse les données des autres, parce qu'en concurrence, ça ne marche pas, et que le lot de Petit Air soit attribué à ce moment-là à Transport Salim. Tout ça, c'est pour 1 an. Et que dans le fameux lot de PMR, où les transporteurs mahorais avec 6 véhicules, on avait tenté d'avoir jusqu'à 11 véhicules, mais vous voyez bien que quand même on avait tenté d'avoir jusqu'à 11 véhicules, il allait quand même rester 31 véhicules à Matisse, on n'était pas allé si loin. Mais sur le lot 2, le lot 1 de Grand Air, où les co-traitants de Matisse sur le lot 2 travaillaient en sous-traitance, ben, là on avait demandé, puisqu'on avait à la fois les véhicules, les chauffeurs et ce qu'on appelle les feuilles de service, ben, on était capable de faire ce travail-là et que ces transporteurs fassent leur facturation au département et qu'ils soient payés. Et là, il n'y aurait jamais de problème, puisque tous les prestataires auraient été mis dans le même moule, on aurait réparti convenablement tous ces marchés-là, et on aurait travaillé. Personne n'aurait été lésé, et là, on était en plein dans ce qu'on appelle l'intérêt général. Pourquoi? Parce qu'ici, l'intérêt général, c'est de transporter les enfants à l'école. Et là, on était certain, mais à coup sûr, tous les enfants allaient être transportés à l'école, parce que tous les transporteurs, tous les prestataires de ces services-là allaient être présents. Non. Ils ont décidé qu'on ne veut pas que le GIE ou Voie-Monja ait des prestations de services. On ne veut pas que Transport Salim ait des services. Et le pire, c'est qu'on a même eu un email dont l'expéditeur et cette fameuse Angela Jafarji, mais qui a quand même pris la précaution de mettre en copie tout le monde, leurs avocats, le cabinet de conseil, même des élus, en disant quoi? En disant, mais le département ne peut pas signer de convention de gestion provisoire avec vous parce que vous êtes des sous-traitants de Matisse. Et si le département signe de convention avec vous alors que vous êtes des sous-traitants de Matisse, c'est comme si on crée un problème parce qu'il n'y a pas d'égalité de traitement entre tous les sous-traitants de Matisse. Et bon Dieu, il ne peut pas y avoir de sous-traitants de Matisse puisque les sous-traitants de Matisse étaient dans le marché qui devait prendre fin au 31 juillet 2018. Finalement, c'est prolongé illégalement, mais jusqu'au 31 juillet 2020. Mais à partir du moment où, au 31 juillet 2020, on ne pouvait plus faire d'avenant, le marché était terminé et tout était remis à zéro. C'est comme si on dit, OK, le but est entré, balle au centre, on recommence le jeu. Mais dans leur tête, les transporteurs mahorais étaient des sous-traitants de Matisse. Des sous-traitants de Matisse. Et en plus, ce sont des gens qui ne savent même pas à quel prix ils sont payés et qui se permettent de dire que non, mais ils mentent en disant qu'ils travaillent à perte. Y compris les gens du département qui disent non, mais. Et donc, ils veulent forcer les transporteurs mahorais à travailler avec Matisse et leur dire non, mais on sait très bien que vous avez les véhicules, vous avez les chauffeurs, vous avez tout ça, mais vous n'aurez pas de convention de gestion. Et c'est exactement ce qu'on a expliqué au préfet. Et là, donc le préfet dit que le marché s'est terminé au 31 juillet 2018. Il a été prolongé, selon lui, pas de façon très légale. Et il dit, se prononce pour les conventions de gestion provisoire, et parce que ces conventions de gestion provisoire permettaient de sortir des Mahorais de cette façon de travailler à perte. Mais très curieusement, très curieusement, le préfet termine son propos en disant, et je pense que c'est ce qui a été fait. Il affirme
que ce qui a été fait, c'est que des conventions de gestion provisoire ont été signées qui permettaient aux Mahorais finalement de ne plus travailler à perte. C'est ce qu'il a laissé entendre. Curieuse conclusion, quand la veille, on lui a raconté que ces conventions de gestion provisoire, en réalité, ce sont des avenants déguisés, et donc ils remettent les transporteurs mahorais dans des conditions difficiles. Là, il vient affirmer qu'il pense que ce qui a été fait, ce sont des conventions de gestion provisoire qui ont permis aux transporteurs mahorais de renégocier les prix auxquels ils étaient payés, etc. Naturellement, on s'est dit non, mais peut-être qu'il va s'en rendre compte quand il va voir les conventions de gestion provisoire arriver dans son bureau. Et dans ces conventions de gestion provisoire, il y a celui qui relève d'un foi en écriture. Je vais vous montrer cette convention avec les 3 images qui vont apparaître. Sur la première image, vous allez voir convention de gestion provisoire relative à l'exploitation des services de transport scolaire, et c'est écrit marché public numéro 15078, lot 2, exploitation des services TPMR. Et on voit que dans les signataires, il y a le président et groupement momentané d'entreprises solidaires, GMES ou Vamoja, ce qui est surligné en rose, ou je ne sais plus c'est quoi cette couleur. Et vous voyez bien que là où il y a marché, à la limite, ils auraient pu mettre ancien marché parce que le marché est terminé. Alors là, il parle de convention qui est relatif au marché public numéro 15070, alors que ce marché-là n'a plus de raison d'être. Et ce contrat est passé donc entre le conseil départemental de Mayotte et le groupement momentané d'entreprises solidaires, GMES ou Vamoja, alors que juridiquement, ce GMES ou Vamoja est terminé, fini. À partir du moment où ce marché est terminé, il n'y a plus de GMES. Donc déjà, cette première page montre qu'il y a un vice très lourd. On est en train de faire signer un contrat de marché à une institution qui a cessé d'exister. N'existe plus. C'est comme si, d'une certaine façon, si je prends une image, c'est comme si on fait voter un mort. Un mort ne peut plus, quelqu'un quand il est mort, il ne peut plus bouger, il ne peut plus signer, il ne peut plus travailler, il ne peut plus rien faire. Or ici, le groupement momentané, il est mort. Et là, ici, on lui fait signer une convention. La deuxième chose, c'est que sur la deuxième image, on voit des noms. Et dans ces noms, on voit Transport du Nord, Transport Salim, on voit Toto Amana chez Ben Saindou, on voit Ali Hamadi Chadoui, on voit Chamassi Ben Abdallah. Ce sont des personnes qui ont écrit au département et à Matisse en disant que désormais, ils ne veulent plus travailler avec Matisse. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus travailler avec Matisse sur un troisième avenant. S'il y avait un troisième avenant, et alors qu'ils étaient dans ce fameux groupement momentané, eh bien, ils n'étaient pas d'accord. Mais ils n'avaient pas besoin de dire qu'une fois qu'il n'y avait plus de troisième avenant, ils étaient d'accord, ils n'étaient pas d'accord, puisque de toute façon, s'il n'y a plus d'avenant, le groupement, il est mort. Donc ici, on a utilisé non seulement les noms des gens qui constituent un groupement qui n'existe plus, mais les noms des gens qui ont écrit à Matisse, avec une copie au département pour informer le département en disant « Nous ne voulons plus travailler avec Matisse ». Et le comble, c'est que Matisse lui-même répond « On a pris acte de votre demande et plus jamais nous ne signerons, nous utiliserons un nom, vos noms dans un contrat. » Vous vous rendez compte? Et ce document a été signé. Et finalement, je vous montre la signature. La signature, c'est la troisième photo. Et sur la troisième photo, alors vous allez voir un truc bizarre. Vous allez voir la signature ici du président du département, Sobadine Ramadani. Vous allez voir la signature de la directrice de Matisse, qui représentait son patron, Loukman Moulan. Alors, Matisse signe ce contrat le 22 août. On voit bien que le département avait écrit aussi le 22 août à côté. Mais, puisque donc les deux avaient signé ce contrat le 22 août,
Mais finalement, puisqu'ils n'ont pas pu se réunir le 22 août parce qu'il n'y avait pas de quorum, tout le monde a refusé de venir jouer au jeu. Au moins, beaucoup de gens ont fui cette réunion, ont refusé de venir. Ils ont mis la réunion au 29 août. Ils ont essayé de réunir juste ce qu'il fallait pour pouvoir délibérer. Ils sont allés chercher Sobardine Ibrahim et puis ils ont pris le contrat qui était déjà signé par Matisse et par eux. Et vous voyez la rature ici, ils ont tenté de mettre le 29. C'est pour ça que dans les documents du tribunal, parfois vous verrez le 22, parfois vous verrez le 24, parfois vous verrez le 29, parce que les juges eux-mêmes n'étaient pas capables de dire la bonne date ici, tellement ce truc-là a été manipulé. Donc, une fois que ce contrat est parti chez le préfet Colombé une fois que ce contrat est parti chez le préfet Colombé en contrôle de légalité, le préfet Colombé aurait dû immédiatement arrêter, refuser cette délibération en disant que cette délibération elle est illégale parce que le contrat qui est là est un faux en écriture, parce qu'il est attribué à un groupement qui a cessé d'exister. Il porte les noms de personnes qui ont dit leur opposition, qu'ils ne veulent pas que leur nom figure dans ce contrat avec Matisse, mais le préfet n'a jamais invalidé ce contrat. Mais non seulement il devait invalider cette délibération, mais le préfet aurait même dû, à ce moment-là, voyant ce qui a été fait, je pense avoir recours à l'article 40 et carrément aller signaler quelque chose qui pénalement est répréhensible. Ces choses-là devraient relever de l'infraction pénale et le préfet Jean-François Colombé aurait dû le signaler. Non, Jean-François Colombé, le préfet de la préfecture, a laissé passer ces délibérations. Et qu'est-ce que les transporteurs mahorais ont fait? Eh bien, ils ont attaqué ces conventions de gestion provisoire, encore une fois, au tribunal administratif. Mais cette fois-ci avec la ferme conviction que le tribunal administratif n'allait plus jouer à ça, puisqu'ils sont déjà informés qu'un premier avenant est passé, ils sont informés qu'un deuxième avenant est passé avec tout le temps des justifications bidons. Non, mais le tribunal administratif ne va pas continuer à jouer ce jeu-là, et il va casser ça. Et il peut le casser, pourquoi? Parce qu'en plus, on ne peut même pas ici parler d'intérêt général, parce que l'intérêt général, justement, voulait que tous les transporteurs soient mis à une même table, que tous les moyens soient mobilisés pour aller transporter les élèves. Mais en refusant de donner des contrats de marché à ce transporteur mahorais, qui quand même détenait un certain nombre de bus, en co-traitance et en sous-traitance pour la fameuse SSTM, la société, la filiale de Matisse qui passait les contrats de prestation de services avec eux, il y avait un certain nombre de véhicules. Rien qu'en Petite Terre, Transport Salim réalisait 80% des prestations qui étaient là-bas et seulement 20% pour Matisse. Et en plus, même que Matisse réalisait moins de 20% parce qu'il y avait une autre personne qui sous-traitait avec un petit véhicule. Donc, ce contrat, d'abord, avait un faux. Ce contrat n'obéissait à aucune règle d'intérêt général parce qu'à partir du moment où les transporteurs mahorais n'avaient pas de contrat, ils ont cessé de travailler et Matisse n'avait pas les véhicules pour transporter ces élèves-là. Et on sait qu'à Petite Terre, parfois, ils ont mobilisé des véhicules de la Ligue ou des clubs de sport pour transporter des élèves. On sait, par exemple, qu'au lycée du Nord, à Mtsangadoua, il y a des enfants que les parents allaient chercher le soir avec une lampe torche, avec une torche électrique, avec toutes les conditions d'insécurité qu'on connaît à Mayotte, qui allaient chercher leurs enfants parce qu'il manquait des bus. C'était loin de satisfaire à l'intérêt général. Donc on a attaqué le marché en étant sûr que cette fois-ci, le tribunal administratif n'allait pas jouer. Mais quelle a été notre surprise d'arriver au tribunal administratif et de voir que la préfecture, le préfet, a envoyé quelqu'un au tribunal pour aller peser sur le juge et convaincre le juge qu'il ne fallait surtout pas, pour des raisons d'ordre public et d'intérêt général, qu'il ne fallait surtout pas casser ces conventions, il fallait les laisser se dérouler comme
comme elles étaient. Et comment a justifié le tribunal? Mais le tribunal administratif a justifié en disant mais vous n'avez aucune raison parce qu'il fallait accepter. Alors, pour le deuxième avenant, les transporteurs mahorais ont été déboutés de leur demande parce qu'ils avaient accepté de travailler avec Matisse, même à perte. Cette fois-ci, quand les transporteurs mahorais ont refusé de travailler avec Matisse et ont été éjectés par le département quand ils ont posé leur candidature pour transporter des élèves, eh bien, le tribunal dit, cette fois-ci, vous êtes déboutés, eh bien, parce que vous avez refusé de travailler. Donc, quand vous acceptez de travailler, vous êtes déboutés. Quand vous refusez de travailler, vous êtes déboutés. Dans tous les cas de figure, vous êtes déboutés. Quelle était la suite? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Eh bien, l'affaire est partie au pénal. Bon, il faut le dire, au pénal, ça a été un peu laborieux parce qu'à Mayotte, on ne sait pas trop comment fonctionnent les huissiers de justice, mais souvent, on va voir un huissier de justice, il vous dit, moi, je ne peux pas délivrer un acte contre tel ou tel parce que c'est mon client. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui n'est pas très normal qu'au sein du monde judiciaire, quelqu'un puisse dire je ne peux pas délivrer un acte parce que c'est mon client. Mais voilà, on a pu se faire aider un peu, on a fini par trouver un huissier qui a accepté de délivrer 2 citations. Une citation à l'endroit de Matisse et du département pour faux et usage de faux, et une autre citation à l'endroit de Matisse tout seul pour escroquerie. L'affaire a été audiencée, donc, et le jour de l'audience, on était dans la salle, j'étais dans la salle avec le président du GIE Vomoja, Bouanaïdi, Madi Bouanaïdi. Et on suivait l'audience, on suivait les plaidoiries. Et pendant l'audience, la juge, la présidente du tribunal ce jour-là, du tribunal correctionnel ce jour-là, sermonnait carrément Matisse et le département en leur disant mais enfin, vous savez très bien que les anciens membres de votre groupement ne voulaient pas que vous signiez en leur nom. Pourquoi vous l'avez fait? Là, il n'y a pas... on voit bien que le groupement, il n'est plus là, parce que le marché n'est plus là, il n'y a plus de marché. Le marché qui a commencé en 2015 est terminé, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et ce jour-là, les 2 avocats se sont sentis acculés, et l'avocat du département a carrément dit à la présidente du tribunal ce jour-là, Madame la Présidente, nous le département, nous plaidons la niaiserie. Un peu comme l'histoire où on dit je plaide coupable. Nous plaidons la niaiserie. C'est vrai que ce qu'on a fait n'est pas normal, mais il se peut que le courrier que les transporteurs ont envoyé pour signaler qu'ils ne voulaient plus travailler avec Matisse, que ce courrier-là, dans une institution aussi grande que le département, où il y a des cadres C, des cadres B, des cadres A, peut-être que le courrier est tombé entre les mains de quelqu'un qui n'a pas compris l'importance, et ce quelqu'un a mis le courrier dans un tiroir, il l'a oublié là, et le département n'a pas pu en tenir compte, et on a fait l'erreur de faire signer cette convention de gestion provisoire avec les noms de personnes qui ne voulaient pas qu'on signe en leur nom. C'était un aveu. C'était quand même un aveu de culpabilité. On est sorti de là en disant, ok, franchement, l'affaire est pliée. Là, il n'y a aucun doute. Tout le monde reconnaît que ce qui a été fait est une faute. Et puisqu'on était devant le tribunal correctionnel, eh ben, c'était une faute pénale. Alors, on pourrait retenir le mot escroquerie, on pourrait retenir le mot de faux, d'usage de faux, peu importe, mais on voit bien qu'il y avait une infraction pénale. Et ce qui nous a en plus conforté en sortant de là, c'est que ce jour-là,
donc après l'audience, la date du délibéré a été fixée à 1 mois et demi après l'audience. Le lendemain, notre avocat a envoyé une note en délibéré dans laquelle les préjudices financiers subis par ceux qui ont été lésés et qu'on n'avait pas retenus dans ces conventions, donc une note qui contenait le montant des préjudices calculé avec suffisamment de détails. Quelques jours plus tard, nous recevons donc une nouvelle venant du tribunal nous disant que finalement le délibéré n'était plus fixé à 1 mois et demi, mais que le tribunal avait décidé d'ajouter au mois et demi, d'ajouter 2 mois et 10 jours de plus. Et pour quelle raison? Parce que le tribunal souhaitait que les GIE Vomoja et Transport Salim présentent des préjudices financiers, des montants validés par un expert comptable. Mais franchement, mettez-vous à notre place. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous êtes dans une audience où vous voyez l'ambiance, où vous voyez carrément la présidente du tribunal pratiquement sermonner la partie adverse, au point qu'une des parties adverses fait pratiquement un aveu. En plus, dans cette partie-là, la partie civile, donc le volet civil de cette affaire-là, puisque dans un volet pénal de cet ordre-là, il y a le volet pénal, c'est-à-dire les condamnations, etc. Et puis il y a la partie civile où il faut indemniser ceux qui ont été lésés. Et le tribunal carrément remet à beaucoup plus tard, en donnant plus de 2 mois de plus, en sachant que c'est un travail fastidieux qui doit être fait pour aller bien préciser le montant des préjudices et les faire valider par un expert comptable, de sorte, probablement, que quand, dans son jugement, elle mettait les montants des préjudices, qu'au moins, ils ne souffrent pas de contestation du point de vue de leur calcul. Mais, pour nous, on n'avait qu'à attendre. Mais, pendant 2 mois, effectivement, tout le travail a été fait de façon très, très, très minutieuse avec l'expert comptable. Moi-même, je me suis pratiquement retrouvé plusieurs années en arrière, parce que même les 10 années que j'ai passées à diriger la CIM, où moi-même je réalisais des calculs, peut-être que je n'étais pas allé aussi loin dans les détails. Ça me rappelait plutôt beaucoup plus jeune, quand je travaillais par exemple chez General Electric, dans sa branche financière IGI Capital, où on réalisait vraiment des calculs très très minutieux, et c'est ce qu'on a fait. C'est ce que personnellement j'ai fait pendant 2 mois, et que j'ai fait en passant plusieurs heures avec l'expert comptable qui vérifiait chiffre par chiffre, nombre par nombre, page par page, ligne par ligne, jusqu'à ce qu'il décide de valider. On envoie tout ça au tribunal et on attend le délibéré. Le délibéré sort. Et qu'est-ce qu'on apprend dans le délibéré? Eh bien, le département et Matisse ont été relaxés. Alors, on est surpris, mais on dit peut-être qu'on n'a pas été très bon dans les plaidoiries. On va voir qu'est-ce qui se passe. Et on va lire le jugement et on cherche sur quoi s'est basé le tribunal pour relaxer Matisse et le département. Il y avait 2 motivations. 2. La première motivation, rien ne prouve que le GIE existe. Rien ne prouve que le GIE au Vomoja, donc le GIE qui est partie civile dans cette affaire-là, rien ne prouve que ce GIE existe. Alors, dans les pièces qui étaient fournies au tribunal, il y avait la pièce numéro 10 où il y avait un extrait du bulletin bulletin officiel des annonces du marché public qui montrait que le GIE était titulaire du lot numéro 5 du marché qui allait suivre, qui allait commencer à partir du 1er août 2021 pour 6 ans. Alors, qu'est-ce qui est encore plus officiel que le bulletin officiel des marchés publics? Or, cette pièce-là, a priori, le tribunal ne l'a pas vue. Et 2, c'est quand même la partie civile, la partie qui est dans le procès,
qui a fait toute cette procédure, qui a lancé toute cette procédure. Et non, la juge n'y croit pas, ne croit pas à son existence. Et deux, il dit, mais qu'est-ce qui prouve vous échouez à prouver que le groupement momentané d'entreprises solidaires était terminé. Mais on n'avait pas besoin de prouver. Il suffit de montrer que le marché est terminé, eh bien, pour inférer tout simplement qu'il n'y avait plus de groupement, puisque le groupement n'était fait que pour répondre et exploiter ce marché. À partir du moment où il n'y a plus de marché, le groupement tombe automatiquement. Donc, deux motifs qui sont bidons. Mais bidons, et je le redis, bidons. Alors, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le jugement est complètement contraire à tout ce qu'on a vu. Il y avait plein de faisceaux qui nous laissaient penser qu'en réalité, c'est nous qui avions gagné. Et là, hop, débouté, Mathis et le département relaxés, alors qu'ils ont fait quelque chose quand même de relativement grave. Et le jour d'audience, il y avait quand même un substitut du procureur à l'audience. On s'est dit, c'est tellement gros que sûrement le procureur va faire appel de cette décision, tellement c'est grotesque. Il faut quand même rappeler que le procureur a deux missions principales dans ce genre d'affaires. Le procureur, d'abord, défend les intérêts de la société, c'est son rôle, mais le procureur a aussi comme rôle de défendre l'application de la loi. Et là, quand il y a suffisamment d'éléments, comme le dit mon avocat, que ceux qui viendront le 5 février à l'audience pourront entendre, mais mon avocat qui l'a déjà dit à l'audience à l'issue de laquelle j'ai été lourdement condamné, ben, tous les éléments constitutifs d'une infraction pénale, en l'espèce ici d'une escroquerie, sont réunis dans cette affaire-là. Il a absolument raison. Tous les éléments sont réunis. Et c'est bien ce qu'on va voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, personnellement, j'ai déjà subi ce genre de choses. Quand j'ai été poursuivi par la CIM, dans des conditions, d'ailleurs, jusqu'à présent, dans des conditions dont je doute fortement, parce que je suis à peu près persuadé que jamais le conseil d'administration n'avait délibéré pour demander au directeur général de la CIM de me poursuivre, mais passons, c'est une autre affaire qui va arriver. Mais on voit ici que dans cette affaire-là aussi, comme dans cette affaire de mon indemnité quand j'étais évincé de la CIM, le premier juge avait sûrement travaillé pour nous donner raison, mais qu'une pression est arrivée pour faire changer finalement le jugement. Je me base sur quoi ? Je me base sur ce livre, ici, ce livre que je vous montre ici. Et le titre de ce livre, c'est « Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays » et l'auteur est Claude Butin. J'ai lu ce livre en détail. Et dans ce livre, on montre 3/4 de ce qui est raconté dans ce livre se passe à Mayotte. Et dans ce livre, Claude Butin a expliqué que souvent les jeunes juges arrivés à Mayotte et qui voulaient faire carrière étaient souvent sous la pression parfois d'intérêts qui étaient autres, les garants de ces intérêts étant souvent le tribunal, alors à l'époque c'était le tribunal de grande instance, etc., le président du tribunal de grande instance, ou aujourd'hui peut-être le président du tribunal judiciaire. Et parfois, ces jeunes sont à la merci parce que sinon ils ne sont pas à la merci de leur supérieur hiérarchique, ils peuvent voir leur carrière freinée. En tout cas, pour ce qui concerne mon indemnité qui a été jugée en 2016, je suis persuadé de ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vu ? Je suis allé regarder, naturellement dans la presse, je lis comme tout le monde, et la présidente du tribunal correctionnel ce jour-là s'appelle Julie Vignard. Et Julie Vignard a été interviewée et dans un reportage de Mayotte Hebdo. Et à un moment donné, elle raconte « Je suis venue à Mayotte pour le challenge. Je voulais avoir une expérience qui est presque de l'ordre d'une expérience à l'étranger en étant à Mayotte. »
Et l'article dit, le département est surtout une occasion pour la juge et ses collègues d'accélérer leur carrière. Et elle dit, ici, tout va plus vite qu'à métropole, on nous confie des responsabilités plus rapidement, ce qui n'est pas pour me déplaire. Vous voyez, souvent des jeunes juges à qui on confie des responsabilités, mais Claude Butin, lui, raconte que souvent ces juges sont en proie à des menaces, à des chantages, à des choses comme ça, et pourtant Mayotte est souvent, pour ces juges-là, l'occasion d'avancer leur carrière. Alors je ne vais pas préjuger de ce qui s'est passé, mais je dis que ça peut être un des éléments qui explique cette bizarrerie. Mais il reste le procureur. On voit très bien ici que si tous les éléments constitutifs d'une escroquerie, en tout cas d'une infraction pénale, étaient là, en présence, ben, le substitut du procureur qui était là a dû le remarquer aussi. Donc, le procureur fera appel. Pourquoi je dis que le procureur fera appel? Parce que dans ce genre de procédure, la partie plaignante, si la partie plaignante a perdu, elle n'a plus le droit de faire appel sur le volet pénal. La partie plaignante ne peut faire appel que sur le volet civil. Seuls ceux qui sont poursuivis ont le droit de faire appel s'ils ont perdu, mais là, ceux qui étaient poursuivis ont gagné. Et aussi, le procureur peut faire appel. Or là, très curieusement, je le redis encore, très curieusement, pour ce qui se concerne de l'argent public, pour un marché de 20 millions d'euros, le procureur n'a pas fait appel. Il n'a pas fait appel. Donc on est obligé, en faisant appel, d'aller uniquement aux intérêts civils devant la chambre des appels correctionnels. Donc, l'avocat a fait appel et l'audience a fini par se tenir devant la chambre des appels correctionnels sur les intérêts civils. Mais naturellement, vous savez bien qu'un appel, ce qu'on juge, en réalité, c'est le jugement. C'est ça, le jugement de première instance qui aura été mis en cause, qui sert de base, en fait, pour être jugé en appel. Et finalement, quand l'arrêt est sorti, qu'est-ce qu'on lit dans l'arrêt? Les deux motivations qui étaient retenues pour relaxer Mathis et le département ont sauté dans l'arrêt. Dans l'arrêt, on ne parle même pas du doute émis sur l'existence du GIE. Reconnaissons-le, c'est ridicule que la personne qui vous parle, qui a porté plainte, qui est là devant vous, que vous doutiez de son existence. Mais enfin, donc, on n'en parle même pas. Mais dans le jugement, et c'est ce que vous allez voir ici, qui va s'afficher, c'est écrit, le marché conclu entre groupements momentanés d'entreprises solidaires ou Moja et le conseil départemental est arrivé à son terme le 31 juillet 2020. C'est-à-dire si on considère à la limite que les deux avenants n'étaient pas illégaux, ou même s'ils l'étaient, quoi qu'il en soit, c'était des avenants, mais en tout état de cause, le marché est arrivé à son terme le 31 juillet 2020. Et plus bas, l'accord de groupement avait donc pris fin lorsque la SAS Mathis a signé pour le compte du groupement une convention de gestion provisoire le 22 août 2020. Donc ici, l'arrêt, donc un appel, fait sauter les deux motivations de relax. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux motivations de relax ayant sauté, si ces deux motivations de relax avaient déjà sauté en première instance, eh bien, le volet pénal aurait réussi et Mathis et le département, ou Mathis tout seul, le département tout seul, peu importe, mais en tout cas, on aurait retenu une infraction pénale, mais il n'y aurait pas eu de relax. Et plus bas, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, en se portant signataire le 22 août 2020 d'une convention de gestion provisoire pour le compte d'un groupement qui avait cessé d'exister et contre la volonté de partie des membres qu'il avait constitués, la SAS Mathis a commis une faute civile. La SAS Mathis a commis une faute civile. Alors, dans faute civile, il y a faute. Alors, moi, on est devant les intérêts civils. Le juge qui a écrit ça a considéré que
il faut écrire civil peut-être à côté de faute parce que parce que le volet pénal n'a pas continué. Mais n'empêche qu'on était quand même devant la chambre des appels correctionnels et mon avocat explique que rien ne l'empêchait de qualifier les faits d'escroquerie ou de faux, l'écriture d'usage de faux. Mais c'est qualifié de faute civile et probablement c'est sur ces expressions-là que mon avocat va poursuivre devant à l'audience un appel. Mais ça, c'est son métier, c'est son job, c'est ce qu'il sait faire. C'est pas du tout ce que moi je sais faire. Mais après avoir dit qu'il y a une faute civile, le juge dit mais il n'y a pas de préjudice. C'est non pas que le tribunal ne reconnaît pas que le préjudice existe, mais il n'y a pas de raison d'indemniser ces transporteurs mahorais des préjudices subis, parce que ces transporteurs mahorais auraient refusé de travailler sur ces conventions. Voilà donc des transporteurs mahorais à qui on a refusé d'attribuer des conventions, à qui maintenant on reproche d'avoir refusé de travailler comme sous-traitant, non pas d'ailleurs pour Matisse, mais pour une filiale de Matisse qui les faisait travailler à perte, ou qui aurait refusé de travailler dans un groupement momentané d'entreprises solidaires dans lequel il disposait de 6 véhicules sur 42 et qui leur rapportait à peine 10% de ce marché, mais 10% en plus de marché qui était tout petit. Et le comble en plus dans ce genre de choses, c'est que pendant l'audience, c'est l'avocat de Matisse qui a expliqué au juge en disant, vous savez, toute cette affaire-là a déjà été jugée devant le tribunal administratif. Et devant l'assistance de l'avocat des transporteurs mahorais, et finalement le juge a fini par dire, la juridiction judiciaire ici n'est pas tenue par les décisions de la juridiction administrative, ce qui est une règle à la matière. Ce qui veut dire que le jugement qui a été émis devant le tribunal administratif n'engage pas, et le tribunal n'engage pas le tribunal correctionnel, en tout cas pas la chambre des appels correctionnels, et on a pensé que voilà, l'affaire était dite. Mais non, dans l'arrêt, le juge reconnaît que les préjudices existent réellement, il les reconnaît, il a vu les montants, il a vu que ces montants étaient validés par un expert comptable, mais il dit, mais c'est votre faute, puisque vous avez refusé de travailler. Ah, ici, pour le coup, je voudrais faire un commentaire. Voilà des Mahorais. Vous avez vu tous ces derniers temps, beaucoup de Mahorais, des élus, etc., des chefs d'entreprise qui ont été jugés en grande pompe. La presse a couvert ces événements-là. Lui, 5 000 euros, lui, 40 000 euros, lui, c'était un marché de 60 000 euros, lui, je ne sais pas quoi. Alors, vous savez, escroquerie, abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêt, il y a eu tout ça. Donc, est-ce que vous voyez des transporteurs mahorais qui veulent bien obéir à la loi française, à la loi de la République? Ils veulent obéir à la loi. Et ils disent, nous pensons que les avenants qui ont été conclus, nous pensons qu'il y a eu escroquerie, il y a eu faux en écriture, il y a eu usage de faux. Il y a donc eu une infraction pénale dans la rédaction et dans l'attribution de ces contrats. Mais quand vous allez travailler, partager quelque chose qui a été obtenu à partir d'une infraction, qu'est-ce que vous commettez vous aussi? Une faute pénale, une infraction pénale, c'est du recel. Donc au fond, comment ça se fait que l'arrêt rendu par la chambre d'appel, la chambre des appels correctionnels, quand des gens pensent que ce qui a été obtenu par escroquerie, par faux en écriture, par usage de faux, comment on peut les critiquer en disant oui, mais vous avez refusé de travailler dans ces conventions-là? C'est quand même contradictoire. Peut-être que s'ils avaient travaillé dans ces conventions-là et qu'à la fin on avait établi que tout ça relevait d'une infraction pénale, c'est eux qui auraient été poursuivis pour recel. Donc,
ces choses-là ne tiennent pas la route, ne tiennent pas debout. Et on voit encore une fois que toute une machination a été faite pour, même quand on reconnaît qu'il y a eu faute, et normalement quand il y a faute, il doit y avoir réparation. Là, on parle de faute et on refuse la réparation. Il ne restait plus qu'à aller devant la Cour de cassation. Malheureusement, une erreur très très malencontreuse a été commise au moment de faire la déclaration de pourvoi, et le pourvoi en cassation a été rejeté, n'a pas été admis, et l'affaire s'est arrêtée à ce niveau-là du point de vue de la procédure pénale. Donc dans cette affaire de procédure pénale, en première instance, Matisse et le département ont été relaxés. En appel devant la chambre des appels correctionnels, Matisse, on lui a reconnu une faute civile sans gravité, d'une certaine façon, pas d'indemnisation, rien. Et le pourvoi en cassation, pas d'admission. Matisse devait se frotter les mains, remercier tous les dieux auxquels tous ces gens-là croient, et se dire, tant pis pour vous, vous avez fait tout ça pour rien. Au fond, en Chimaoré, on dit que dans toute cette histoire-là, vous avez été sacrifié d'une certaine façon pour les intérêts de gens puissants. Vous n'avez qu'à lever la main au ciel et remercier le Seigneur. Mais non, mais ça suffisait pas à Matisse. Matisse a pensé qu'il faut absolument fermer la gueule de celui qui conseille les transporteurs mahorais et qui allait jusqu'à trouver l'idée, après les échecs devant la juridiction administrative, d'amener l'affaire devant la juridiction judiciaire, en l'occurrence ici, devant le tribunal correctionnel. Ils ont décidé de me poursuivre en diffamation. Déjà, avant cela, il faut savoir que quand j'avais envoyé le signalement au procureur avec copie au parquet national financier, Matisse avait porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Cette plainte n'a pas été suivie par le parquet. Ça en est resté là. Un jour, j'étais sur Mayotte la première, et je dénonçais la collusion de l'État, notamment la préfecture ici, souvent avec les grands groupes concernant ces marchés-là, ce qui contribue à faire en sorte que les Mahorais restent sous un plafond de verre. Matisse a attaqué en diffamation, donc contre Mayotte Première et moi-même. Mais moi-même, à ce moment-là, je n'avais même pas pris d'avocat. Mais Mayotte Première avait mobilisé les avocats de France Télévisions. Et cette affaire-là est tombée pour vice de procédure. Disons que Matisse avait un peu merdé. Et là, cette fois-ci, Matisse m'a poursuivi en diffamation après une émission à laquelle j'étais invité, cette fois-ci, non pas sur Mayotte la première, mais sur Kwezi, et c'était le 24 avril 2025. En réalité, quelques jours avant, j'avais tenu une conférence de presse pour dénoncer la façon dont le marché de Caribus avait été monté. Je voulais informer les Mahorais, donc j'avais tenu cette conférence de presse. Kwezi était là, Maître Premier était là. Beaucoup d'autres journalistes étaient là, des articles ont été publiés. Et Kwezi m'a invité à la matinale pour expliquer ça. Donc j'ai expliqué cela en général et je suis revenu sur ce auquel je crois profondément, que dans ces histoires-là, l'État n'est pas dans son rôle. Même si à chaque intervention, l'État dit qu'il est dans son rôle, l'État n'est pas dans son rôle parce que derrière, cette façon derrière cette relation qui fait un peu cette relation de mendicité entre les collectivités et l'État,
on sait que l'État arrive à faire aux collectivités beaucoup de choses, parfois que les élus n'ont pas envie de faire. Ça, aujourd'hui, je ne l'apprendrai à personne. Et donc, d'ailleurs, le lendemain de mon intervention sur Kwezi, ce 24 avril 2024, le 25 avril 2024, le lendemain, le préfet François-Xavier Bieuville s'est fait inviter sur Kwezi, et dans son intervention, il a voulu prendre le contre-pied de tout ce que je disais, en disant que c'est scandaleux ce que j'ai dit, quelle idée saugrenue, je ne sais pas quoi. Il y allait même jusqu'à conclure que si je ne suis pas content, je peux aller saisir le tribunal, je peux faire tout ce que je voulais, mais que lui, il était certain que le juge allait dire la même chose que lui. Il se trouve que là, dans cette histoire de Caribus, où il y avait deux lots qui, franchement, normalement, si ce dossier avait été monté correctement, ces deux lots devaient revenir au transporteur mahorais que je conseille. Tous les calculs que j'ai réalisés par la suite le démontrent, mais il se trouve que ces deux lots ont été attribués à la société Optimum, qui est la sœur de Matisse. Quand je dis la sœur de Matisse, c'est qu'aujourd'hui, Optimum et Matisse sont deux sociétés appartenant à une holding qui s'appelle MFD, Management, Finance et Développement, et les deux actionnaires de ces sociétés-là sont les actionnaires de Matisse, qui sont Lukman Moulan pour Transport Moulan Haussmann et Bruno Fontaine pour Bourbon Finance, quelque chose comme ça. J'oublie un peu les détails de tout ça. Donc ce sont deux sociétés sœurs. Bon, je ne reviendrai pas sur ce que je crois, sur la raison pour laquelle Optimum a été créé, mais c'est assez facile de deviner quand vous avez suivi tout ce que j'ai raconté sur cette procédure pénale qui aurait pu empêcher Matisse, en cas de condamnation, carrément de répondre à des marchés à Mayotte au moins pendant 5 ans. Bref. Donc là, Matisse, qui a déjà essayé de me faire taire en portant plainte contre le signalement que j'ai fait, alors qu'un signalement, c'est quelque chose qui est fait couramment. Matisse, qui a essayé de me faire condamner pour diffamation le jour où je suis passé sur ma première, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, ils m'ont poursuivi en diffamation. Mon avocat est certain que de toute façon, là aussi, il y a vice de procédure, mais sa plaidoirie n'a pas été retenue par rapport à cette question-là. En première instance, je pense qu'il va amener la même plaidoirie aussi en appel pour montrer que d'ailleurs, dans cette poursuite-là, il y a un vice de procédure. Mais le tribunal, l'audience s'est passée, et à la fin, quand le jugement est arrivé, j'ai été condamné très lourdement. Mais il y a quelque chose de très intéressant qu'il faut écouter, qu'il faut suivre. C'était à l'issue de l'audience qui s'est tenue ce jour-là, donc bien avant le jugement, il y a eu un petit reportage. Vous allez écouter dans cet extrait de reportage l'intervention de mon avocat, qui affirme que tous les éléments constitutifs d'une infraction pénale, donc d'une escroquerie, sont réunis. Il ne comprend pas pourquoi on a qualifié cette faute de faute civile au lieu de dire ce qu'elle est réellement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut écouter ce que dit l'avocat de Matisse, qui dit ceci. Il dit que ce que nous, Matisse, nous avons fait, nous l'avons fait en concertation avec les autorités préfectorales et l'autorité organisatrice du marché, qui est le département. L'avocat de Matisse dit que le fait d'avoir signé, d'avoir signé ces documents, d'avoir réalisé tout ça, alors je ne sais pas si la poursuite qu'ils ont engagée contre moi aussi, c'était pour exécuter une demande du département, mais il affirme que tout ce qu'ils font, ils sont que des exécutants, tout ce qu'ils le font, ils le font parce que soit le département leur a demandé, soit le préfet, là où l'État, chaque fois, dit que nous, qui ne sommes pas dans la procédure, là c'est l'avocat de Matisse qui le dit. Écoutez ce petit extrait jusqu'à la fin.
L'origine du litige remonte à 2020. Mathis Société de Transport signe avec le département une convention de transport au nom d'un groupement qui n'existe plus et sans l'accord des autres membres qui lui ont pourtant interdit de les représenter. Le département est informé mais laisse faire. Poursuivi pour escroquerie, Mathis s'est relaxé au pénal. En appel, un juge finira par reconnaître une faute civile de la société, mais pas d'infraction. Quand on vous dit qu'une société a agi pour le compte et au nom d'une structure qui est inexistante, comment appelle-t-on cela? La situation est quand même loquace. Ou dans un sens, nous avons un comportement qui relève de l'infraction d'escroquerie et que l'on qualifie de faute civile. Cette affaire met en lumière la gestion parfois opaque des marchés publics à Mayotte, souvent au vu et au su des autorités. Ce que nous l'avons fait en concertation avec les autorités préfectorales et avec l'autorité organisatrice qui est le département. Mathis, nous sommes des exécutants, on fait ce qu'on nous demande de faire, ni plus ni moins. Pour les transporteurs mahorais, le préjudice s'élève à plusieurs millions d'euros. À la barre aujourd'hui, Mahmoud Aziari, qui les représente, s'est étonné de l'absence de sanctions pénales dans un dossier à 20 millions d'euros, quand des élus, dit-il, sont condamnés pour des fautes de 5 000 euros. En attendant, Mathis lui réclame 50 000 euros de dommages pour le préjudice subi. Donc je disais, j'ai été condamné très lourdement au tribunal correctionnel et mon avocat, maître Amir Ali, m'a conseillé de faire appel, ce que nous avons fait. Et c'est cet appel-là qui va passer à l'audience ce 5 février, dans 2-3 jours, ce 5 février 2026, devant la Chambre des appels correctionnels zonelle à 8h. Mais entre-temps, l'affaire de convention de gestion provisoire qui était passée en référé et par rapport à laquelle nous avons été tenus en échec à la fois devant le TA et même jusqu'au Conseil d'État, parce que le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi en cassation de ce jugement. L'affaire a été jugée finalement au fond, récemment. Et le délibéré est sorti le 30 décembre 2025. Il y a un peu plus de mois. Et qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on lit dans ce jugement? Je lis le tout et tout est affiché là, vous le voyez, prenez le temps de le lire. Les irrégularités entachant les conventions de gestion provisoire conclues par le département de Mayotte avec les opérateurs sortants le 24 août 2020, notamment celles consistant à l'absence de publicité et de mise en concurrence, ainsi qu'au défaut de consentement exprimé par les parties, ne sont pas susceptibles de régularisation et présentent le caractère de vice d'une particulière gravité. J'ai souligné présente le caractère de vice d'une particulière gravité. Par suite, et dès lors que les contrats litigieux, donc on revient à l'idée que peut-être même que aussi les deux avenants qui ont précédé ces conventions de gestion provisoire étaient illégaux. Donc par suite, dès lors que les contrats litigieux ont été entièrement exécutés et qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure serait de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des contractants, les requérants sont fondés à demander leur annulation. Et donc le tribunal administratif a annulé ces conventions. Bon, donc ces conventions sont qualifiées de contrats litigieux, sont entachées de vices d'une particulière gravité. Donc ce jugement de la juridiction administrative, le tribunal administratif en l'occurrence, donc un jugement de la juridiction administrative intervenu le 30 décembre 2025 vient encore une fois confirmer ce qui se trouvait dans l'arrêt rendu,
1 ou 2 ans plus tôt, je ne sais plus, j'ai oublié la date, mais où on parlait de faute en disant que Matisse savait très bien que le marché était terminé, savait très bien que le groupement momentané n'existait plus, son existence avait cessé, et que les partis n'étaient pas d'accord et qu'ils ont quand même signé ces conventions-là. Vous avez ici 2 éléments de 2 juridictions différentes qui se complètent complètement. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Matisse ayant commis ces fautes d'une gravité particulière, aujourd'hui, ça n'est sorti dans ce marché-là avec un gros bénéfice, un excédent brut d'exploitation de près de 2 millions d'euros, et c'est même permis de distribuer à ses actionnaires des dividendes de montant de 800 000 euros cette année-là, pendant que les transporteurs mahorais, comme je vous l'ai montré, ont subi des pertes colossales qui ont failli les faire disparaître. Et qu'est-ce qui se retrouve à la barre, condamné, et peut-être condamné encore plus lourdement en appel? C'est moi. C'est moi. Moi qui ai mis la main sur toute une méthode, tout un système qui met les Mahorais, qui place les Mahorais en dessous d'une sorte de plafond de verre et qui fait la part belle souvent à de grands groupes. Et plus ces groupes sont financièrement puissants, plus ils arrivent à échapper à la justice quand ils commettent des infractions. Et quand c'est un élu mahorais qui a commis une infraction pour 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, ou qui aurait saucissonné, je ne sais pas quoi, des marchés, là, vous allez voir le scandale apparaître avec des couvertures médiatiques, etc. Mais ici, non seulement la presse ne se mobilise pas beaucoup sur ce genre d'affaires, mais vous voyez à quel point Matisse s'est acharné pour me faire taire. Alors voilà, question de me faire taire, je pense qu'il y a au moins là un échec, parce que je ne vois pas encore qui sur cette île où je suis né, quelqu'un peut venir me faire taire, surtout quand je suis persuadé que ce que je fais est non seulement juste du point de vue moral, mais juste aussi du point de vue économique, parce qu'on ne peut pas s'amuser à Mayotte à léser, à flouer les opérateurs économiques mahorais tout le temps, au profit de grands groupes qui se nourrissent sur l'argent public, qui privatisent l'argent public, qui multiplient des avenants, qui font des prix extravagants, que ce soit l'eau, que ce soit les routes, que ce soit beaucoup de choses. Pendant ce temps, les Mahorais vivent sous un seuil de pauvreté de plus de 77%. Et il faut surtout se taire, ne pas réfléchir, ne pas discuter, ne pas commenter, il faut se taire et subir. Et je vous invite donc à venir, pour ceux qui le peuvent, parce qu'en plus la salle est relativement petite, mais pour ceux qui le peuvent, et de toute façon je pense que j'inviterai certaines personnes à cette audience, où je vais encore une fois être jugé pour diffamation, pour avoir dit quoi? Pour avoir dit ce que finalement la juridiction administrative a dit, de la même façon que ce qu'a dit la juridiction judiciaire, la chambre des appels correctionnels. Voilà. Un dernier mot quand même, c'est que franchement, moi je faisais ma carrière à l'extérieur. Je suis arrivé en 2005 parce que la société immobilière de Mayotte, dont tout le monde voit quand même l'importance, a failli être liquidée à ce moment-là. J'ai mis tout ce que je pouvais comme connaissance, comme effort. J'ai suis tombé malade, j'ai fait plein de choses pour arriver aujourd'hui à donner à Mayotte ce que j'avais voulu construire comme un outil de développement de ces territoires qui en a tant besoin. J'ai été secoué pour avoir été finalement évincé, poursuivi, où on m'a repris mes indemnités. Tout ça avec la complicité de certains élus, avec le silence d'autres élus. Et aujourd'hui encore, quand je me mets à côté d'opérateurs mahorais qui ont transpiré depuis des décennies pour arriver à faire leur place, que je puisse me retrouver aujourd'hui devant des tribunaux comme quelqu'un, comme un malpropre, à être bousculé, on veut me fermer la bouche et tout ça. Et dans tout ça,
aucun débat, rien, ne serait-ce qu'au conseil départemental qui a lancé ces marchés qui sont à l'origine de cette poursuite judiciaire de Mathis. Voilà, moi j'invite au moins, à défaut d'inviter les élus actuels qui connaissent tout ça mais qui se taisent, au moins j'invite la population mahoraise désormais, pendant les élections, à ne voter que pour des gens qui vont s'engager à ne plus se laisser acheter, à ne plus se laisser intimider, à ne plus se laisser corrompre, à ne plus se laisser diriger par la préfecture, et de ne faire que des choses qui sont justes, qui sont conformes à la loi, qui sont conformes aux intérêts de Mahorais, à l'économie mahoraise et à la société mahoraise. Voilà, merci de m'avoir écouté.